Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Roberto Succo, une affaire qui a secoué l'Italie et la France dans les années 80. Installez-vous bien confortablement, allez vous chercher un café, un chocolat chaud, du thé, ce qui vous fera plaisir, et c'est parti. Can you see me? Aujourd'hui, notre histoire prend place dans la petite ville de Mestre, à Venise, en Italie. Petite ville où naît Roberto Succo le 3 avril 1962. Afin que vous puissiez mieux cerner le personnage, je vais vous parler de son enfance et son adolescence. Roberto entre à l'école à l'âge de 6 ans. C'est un petit garçon sans histoire qui a plutôt de bonnes notes. Il fait la fierté de sa mère Marissa qui est tricoteuse à domicile. Marissa est une mère plutôt étouffante, très jalouse et possessive avec son fils. À la moindre incartade, elle le recadre très strictement. Nazario, lui son père, est un homme très calme, très doux. Il est gendarme. Roberto passait souvent ses vacances scolaires dans le Frioul chez ses grands-parents paternels près de la frontière yougoslave. C'est une chose qu'il adorait car elle pouvait se promener en montagne tout seul loin de sa mère. À l'adolescence, le comportement de Roberto Succo change. C'était un garçon qui était devenu très froid, solitaire, sans émotion. Au lycée, Roberto est aussi très étrange. Il voue une haine envers les filles qu'il considère comme des objets et des moins que rien. Avec les garçons, il est très violent et provoque souvent des bagarres. À l'âge de 18 ans, il passe très rapidement son permis. Son père lui prêtait sa voiture afin qu'il puisse se rendre en cours. Il la bichonnait et la guérait très soigneusement devant le lycée. Lorsqu'il était en classe, il la regardait par la fenêtre et à chaque pause, il allait s'asseoir au volant de la voiture. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il vivait une sorte d'histoire d'amour avec la voiture ? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Un jour, sa mère convainc son père d'attacher ensemble la voiture et la mobilette que conduisait anciennement Roberto pour se rendre en cours afin qu'il ne puisse plus l'utiliser. Lorsqu'il s'en rendit compte, Roberto éclata et dit à ses parents « Ne faites plus jamais un truc pareil ou je vous tue. Je vous tue. » Et oui, Marissa était jalouse de la relation qu'entretenait Roberto avec la voiture. Au retour des vacances de Pâques, Roberto séchait de plus en plus les cours. Le 9 avril 1981, le lycée avertit ses parents. Toute cette journée-là, Roberto s'était très bien conduit au lycée. Pas de bagarre, rien. Il rentra chez lui aux alentours des 21h30 après avoir traîné en ville. Sa mère lui tomba immédiatement dessus. Cela ne plut pas à Roberto. Il monta dans sa chambre. Sa mère partit dans la cuisine. Il redescendit quelques minutes plus tard, un couteau de cuisine à la main. Il menaçait de se tuer. Sa mère lui saisit le poignet, il retourna le couteau contre elle, la poignardant au ventre, à la poitrine et à la tête. Marissa ne mourut pas. Roberto alla chercher un pic de spéléologie dont il se servait pour ses sorties en montagne et lui enfonça dans la nuque. Marissa n'était toujours pas morte. Il la porta jusqu'à la salle de bain, la mit dans la baignoire, fit couler l'eau. Il nettoya ensuite la cuisine avec des torchons et un pyjama à son père. Il ferma les volets et alluma la télévision. Nazario rentra de la gendarmerie aux alentours des minuit 30. Il salua son fils, puis lui demanda où était sa mère. Roberto, n'osant pas lui avouer la vérité, le poignarda en plein cœur, au ventre et à la tête. Il l'acheva à coups de hachette. Pour ne pas que trop de sang coule, il lui enveloppa la tête dans un sac plastique, le traîna jusqu'à la salle de bain, puis mit son corps au-dessus du cadavre de sa mère. L'odeur du sang le fit vomir. Il décida donc de mettre de la lessive sur le cadavre de ses parents. Le lendemain matin, il prit la route vers 7h.
Il avait rempli l'Alfa Romeo de plein de choses, dont de la nourriture. Il comptait partir très loin et ne pas revenir. Il a lâché son oncle à Guédi, lui prétextant qu'il avait été voir une exposition à Milan. Donc, son oncle ne posa pas plus de questions, ils allèrent déjeuner ensemble et se baladèrent. Roberto prit une douche et, chose inattendue, il reparta pour Venise. Entre-temps, les collègues de Nazario qui s'inquiétaient de ne pas le voir au travail se rendirent chez lui. Personne ne répondit. Ils appelèrent les pompiers qui entrèrent par le balcon. Et là, scène d'horreur, une vraie boucherie. Ils découvrirent les corps inanimés dans la baignoire. Le double homicide fit la une dans les journaux et à la télévision. Roberto était donc recherché par la police. Roberto rentra chez lui. Sa voisine le vit sur le palier. Le temps qu'elle appelle la police, Roberto avait disparu. Il partit vers le Frioul où habite la famille de son père. Il changea les plaques d'immatriculation et s'arrêta dans une pizzeria. Sur le parking de la pizzeria, des policiers remarquèrent l'Alfa Romeo. 4 carabiniers l'arrêtèrent donc. Il leur affirma qu'il n'avait pas tué ses parents et qu'il était agent secret. Interrogé au commissariat de police, il avouait les meurtres, mais sans la moindre émotion et très froidement. Il confie aux policiers qu'il se disputait très régulièrement avec ses parents au sujet de l'Alfa Romeo, qu'il voulait être libre et s'émanciper. En mai 1981, le juge décida de le faire examiner afin de déterminer son état mental au moment des faits. Sans surprise, Roberto a été diagnostiqué comme schizophrène. Lorsqu'il avoua le meurtre de sa mère, il dit aux enquêteurs « Maman s'est détachée de moi. » Ce qui, selon les psychiatres, correspond à une dissociation de l'identité, ce qui est une caractéristique des grands malades mentaux. En attendant son procès et sur les conseils de son avocat, Roberto passa son bac. Il l'obtient en juillet 1981. En octobre 1981, il fut considéré comme mentalement aliéné et ne put être jugé. Il fut conduit à l'hôpital de Reggio nell'Emilia, en Bologne, et y resta jusqu'en mai 1986. Au début de son séjour à l'hôpital, les médecins lui prescririrent des antipsychotiques. Mais comme il avait un bon comportement et qu'il ne se faisait pas remarquer, les médecins lui prescririrent du Valium pour calmer ses angoisses. En novembre 1985, pour bonne conduite, Roberto Succo eut droit à des sorties aménagées afin de pouvoir suivre des cours à l'Université des sciences économiques à Modène. Mais le 17 mai 1985, Roberto ne rentra pas. Il fut très peu cherché par la police et le personnel de l'hôpital. C'est là que sa cavale meurtrière commença. Il agressait des gens chez eux pour leur voler de la nourriture, des objets, des papiers d'identité et leur voiture. Lorsque des femmes étaient présentes dans les maisons, il les violait. Au fil des mois, toutes les victimes donnèrent à la police la même description de Roberto, à savoir un grand garçon très beau, aux yeux clairs, portant un treillis. L'homme au treillis fut d'ailleurs l'un de ses surnoms. C'est une dizaine de mois après son arrivée en France que ces meurtres commencèrent. Le 3 avril 1987 à Tressères, près du lac de Bourget, André Castillo, un policier de 38 ans, sort de chez lui pour aller travailler. Il remarque un véhicule garé non loin de chez lui. Il s'approche et se fit tuer d'une balle de 22 longs rifles dans la gorge. Roberto lui vola son arme de service et s'enfuit. Le 27 avril 1987, France Fudine, une ex-professeure d'anglais, est enlevée chez elle, près du lac d'Annecy. Lorsqu'il fut arrêté en 1988, il expliqua aux enquêteurs qu'il avait vécu plusieurs semaines avec la jeune femme. Il l'a tuée car elle avait essayé de s'échapper. Il aurait apparemment jeté son corps à la mer près de Nice. Toujours le 27 avril, un médecin, Michel Astoul, 26 ans, disparut. Son corps fut retrouvé en état de décomposition avancée le 18 octobre 1987. Selon l'autopsie, il serait mort d'une balle dans la tête, une balle de calibre 9 mm, l'arme volée à André Castillo.
Le 27 juin 1987, il enlève Nicole Veillé et son fils Damien, 15 ans, à Puny-Châteauneau, où est situé leur domicile secondaire. Ils sont conduits dans le Mont Révard. Roberto les oblige à se déshabiller, les menaçant d'une arme. Il ne leur fera pas d'autre mal et s'enfuit. La femme et son fils furent pris en stop. Ils allèrent témoigner au commissariat. Ils donnèrent la description de Roberto, à savoir un grand jeune homme, très beau, brun, aux yeux clairs. Sauf que le nom qu'ils donnèrent n'était pas Roberto, mais André. Une R21 abandonnée, contenant des objets appartenant au médecin Michel Astoul, fut retrouvée près du domicile des Veillé. Le 24 octobre 1987, Claudine Duchaussal est retrouvée chez elle assassinée à Menton-Saint-Bernard d'une balle de 9 mm dans la tête. Le 26 janvier 1988, deux sœurs, Carole et Béatrice, firent la connaissance de Roberto à Toulon. Ils se présentèrent à elle sous le nom d'André. Il sortit avec Carole et l'invita à passer la soirée chez lui dans son appartement, 42 rue Nicolas Augier. Le lendemain, ils allèrent en boîte. Les deux filles, ainsi qu'une amie, Valérie, se firent accoster par deux hommes, José et Jackie. Roberto n'apprécia pas et une bagarre éclata. Ils finirent par sortir sur le parking. Roberto attrapa une arme dans sa voiture et tira sur Jackie. Jackie s'en sortit, mais hélas resta paraplégique. Le soir même, Valérie, l'amie des filles, avoua tout aux policiers. Elle leur dit qu'ils pourraient trouver les filles à l'hôtel Prémar, là où résident les deux jeunes filles pour leur job d'été. Le 28 janvier 1988, l'inspecteur Michel Morandin et l'inspecteur Claude Ayazi se rendirent à l'hôtel Prémar pour interroger les filles. Mais malheureusement pour eux, Roberto leur tomba dessus. Il y eut des coups de feu de partout. Roberto Succo toucha tout d'abord Michel Morandin à la jambe, puis Claude Ayazi au thorax. Il tenta de s'enfuir, mais l'inspecteur Morandin le poursuivit dans l'escalier de l'hôtel. Roberto Succo sortit son arme et le toucha au bras gauche, ce qui lui fit perdre l'équilibre. Il tomba. Il supplia Succo de ne pas le tuer. Ce dernier s'empara de l'arme de l'inspecteur, un Smith & Wesson 38, et lui tira derrière l'oreille. Claude Ayazi toucha à la rate et au poumon, quant à lui, s'en sortit. Carole, horrifiée de ce qu'il venait de se passer, donna l'adresse de Succo aux policiers, à savoir le 42 rue Nicolas Augier. En février 1988, un avis de recherche présentant la description physique et la photo d'André fut diffusé dans tout le pays. Une adolescente de 16 ans, Sabrina, se présenta au commissariat de police d'Aix-les-Bains. Elle expliqua aux policiers qu'elle était sortie avec ce jeune homme d'août 86 à novembre 87 et qu'il ne s'appelait pas André mais Kurt. Au début, il avait dit à Sabrina qu'il était anglais, qu'il avait 19 ans et qu'il était représentant en gadget. Mais un jour, alors qu'ils étaient tous deux en voiture, ils se disputèrent avec un autre automobiliste et l'insulta en italien. Sabrina lui posa des questions. Il finit par lui avouer les larmes aux yeux qu'il était italien, qu'il avait tué ses parents, qu'il avait fait un séjour en hôpital psychiatrique, qu'il ne voulait pas y retourner et qu'il avait habité à Mestre. Il démentit ensuite très vite ce qu'il venait de lui avouer pour finalement lui dire qu'il était trafiquant de voitures volées. Elle explique aux policiers par la suite qu'elle avait rompu avec lui car elle s'était lassée de ses mensonges, qu'un soir, il l'avait emmenée dans une grange, qu'il l'avait ligotée. Elle s'est mise à pleurer, donc il l'a relâchée. Suite à quelques recherches effectuées auprès de la police italienne, du témoignage de Sabrina et des empreintes relevées à son appartement, les enquêteurs purent identifier l'homme en tant que Roberto Succo. Se sachant recherché par la police, Roberto retourna à Venise. Il fit la connaissance d'une jeune femme de 16 ans, Francesca. Ils sortirent ensemble quelques jours, mais un journal italien diffusa son portrait. Les parents de la jeune fille le reconnurent immédiatement et appelèrent la police. Il fut arrêté le 28 février 1988 alors qu'il se rendait chez Francesca et fut enfermé dans une prison haute sécurité à Vicenza dans le nord de l'Italie. En mars 1988, pendant la promenade, il se met à escalader un mur et monte sur le toit de la prison. Il nargue les policiers et les carabiniers. Un journaliste français était présent. Il s'adresse à lui en lui criant « Hé, toi, tu diras à Sabrina que c'est qu'elle m'a trahi. » Devant les caméras et les photographes, il se déshabille. Il arrache des tuiles du toit et les jette sur les carabiniers. Pour finir, il fut le funambule sur un fil électrique et tomba de 5 mètres.
Il s'en sortit tout simplement avec une épaule luxée et 3 côtes cassées. Le 23 mai 1988, il se suicida, avec un sac plastique dans lequel il avait mis un tuyau qui était relié à son réchaud à gaz. Bien évidemment, la famille refusa qu'il soit inhumé dans le caveau avec ses parents. Il fut donc enterré tout seul et devinez quoi? Il n'y avait personne à son enterrement. Voilà, c'est comme ça que l'affaire Roberto Succo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça me fera vraiment très plaisir. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle affaire.